Deuxième partie de ce chapitre, l'évaluation des incertitudes. Il y a deux grandes méthodes pour estimer la valeur numérique des incertitudes. Les méthodes de type A, qui s'appellent l'incertitude de répétabilité, c'est toutes celles qui vont être basées sur des méthodes statistiques. Et les incertitudes de type B, qui seront les incertitudes sur une mesure unique et qui vont être évaluées par d'autres moyens. Les incertitudes de type A vont être basées sur l'analyse d'une série de mesures sur lesquelles on va pouvoir utiliser les outils statistiques. Donc il faut pour cela une série de mesures avec un nombre suffisant de mesures, l'idéal étant d'en avoir au moins une demi-douzaine. Après, ça dépend du système que vous étudiez. Et on utilise ensuite des notions de statistique pour analyser les résultats. Les évaluations de type B sont les évaluations qui utilisent d'autres moyens que les mesures statistiques. Notamment, lorsqu'on a une seule mesure, il va falloir trouver une autre méthode pour évaluer l'incertitude sur cette mesure. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir chercher la liste des sources d'erreurs qui peuvent venir affecter notre mesure et évaluer l'incertitude associée à chaque source. Et souvent, le plus compliqué, c'est de bien faire la liste de toutes ces sources d'incertitude. Et pour cela, on peut suivre la méthode des 5 M. Regardez toutes les sources d'incertitude dans la méthode utilisée, dans les moyens, c'est-à-dire le matériel, la matière, le milieu dans lequel on travaille et la main-d'œuvre. Je vous ai mis un exemple en dessous, ainsi que dans le graphique de la page suivante. Ce graphique est là à titre informatique, à titre d'exemple, il n'est certainement pas à apprendre. D'autre part, on va, dans un certain nombre de cas, avoir une mesure, un mesurage qui peut être entaché de plusieurs sources d'erreurs. Donc, s'il y a plusieurs sources d'incertitude, dans ce cas-là, ces incertitudes ne vont pas simplement s'additionner, c'est un peu plus compliqué que ça, il va falloir faire une composition des incertitudes. Alors, en général, les calculs vont être simplifiés parce qu'il y a une ou deux sources d'erreurs qui vont prédominer. Et donc, dans ce cas-là, on va voir comment est-ce qu'on pourra simplifier les calculs. Pour le moment, je n'introduis que les notions ici. Tous les calculs sont détaillés dans la dernière partie du document. On peut également avoir une mesure qui va être fonction de plusieurs mesurages. Par exemple, si vous voulez déterminer la vitesse d'un mobile. Dans ce cas-là, vous n'avez pas d'appareil qui mesure directement la vitesse. Au laboratoire, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la position à différents instants. Donc, la position, c'est une mesure. Souvent, on va mesurer la distance parcourue. Donc, une longueur. Il y aura une incertitude sur la mesure de cette longueur. Et puis, à différents instants donnés, c'est-à-dire qu'on va déclencher un chronomètre, et il y aura une incertitude aussi sur l'instant auquel on fait la mesure. Et donc, vous allez ensuite diviser la longueur par le temps, et il va falloir en déduire une incertitude sur la vitesse. Donc ça, c'est ce qui s'appelle faire un calcul de propagation des incertitudes. Comment va-t-on exprimer l'incertitude sur une mesure? On va utiliser pour cela une valeur qu'on va appeler l'incertitude élargie, qui est l'intervalle autour d'un résultat d'un mesurage qui comprend une fraction élevée de la distribution des valeurs qui peuvent être attribuées raisonnement aux mesurantes. Alors, on va préciser un petit peu ce que cela veut dire. Le but, c'est de donner le résultat du mesurage sous la forme d'un intervalle avec m, la valeur mesurée, et le résultat de la mesure, et grand U de m, c'est l'incertitude élargie. Et donc, on l'écrit sous la forme m plus ou moins grand U de m, avec bien sûr toujours une unité, puisqu'on a vu que tout résultat de mesure d'une grandeur physique devait être accompagné de son unité. Donc, le résultat est complet lorsqu'il est accompagné par l'expression de l'incertitude, et aussi, vous pouvez ajouter, lorsqu'il est accompagné de son unité.
Donc, cet intervalle va s'exprimer dans les unités de la grandeur mesurée. Cet intervalle, il va correspondre à un certain niveau de confiance. En général, nous, on va travailler à 95%, donc je vais vous donner l'exemple suivant avec 95%. Donc, si on regarde l'ensemble des valeurs possibles, et donc la valeur que vous mesurez, votre résultat de votre mesure, c'est petit m. Lorsque vous fixez votre incertitude élargie à 95%, c'est-à-dire que vous fixez l'intervalle autour de m, qui a pour borne m moins u de m et m plus u de m. C'est donc dans cet intervalle qu'il y a 95% de chances de trouver le résultat d'une mesure. Alors, cela veut dire qu'il y a donc 5% des mesures faites qui vont se trouver en dehors de cet intervalle. Nous, on travaille souvent à 95%, mais on peut choisir de travailler avec un autre pourcentage, comme on va le voir plus tard. On exprime aussi les résultats des mesures avec l'incertitude relative, qui sera U de M sur M, et donc U de M et M ayant la même dimension et donc la même unité. Cette incertitude relative est sans dimension. En général, on l'exprime en pourcentage de la valeur. Donc, c'est une manière commode pour chiffrer la précision d'une mesure. Je vous laisse regarder les petits exemples. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer l'incertitude élargie, donc la largeur de notre intervalle? On va utiliser pour cela l'incertitude type petit u. Donc, faites bien attention dans vos écritures pour que votre petite u et votre grand u soient bien faciles à distinguer lorsque vous les écrivez. Cette incertitude type, qui est en fait une incertitude à 68%, va être pour nous en fait un outil de calcul. Et l'incertitude élargie est ensuite calculée en multipliant par un facteur d'élargissement, K, ce qui nous donne le résultat qui est encadré. Grand U, l'incertitude élargie, est égal à K fois petit u, donc le facteur d'élargissement fois l'incertitude type. Alors, que représente ici ce facteur d'élargissement? Si on prend un cas où on a fait des mesurages qui suivent une loi normale ou gaussienne, qui est une loi assez courante de répartition, de distribution des résultats expérimentaux autour de la valeur de la mesure. Donc la valeur de la mesure, c'est le centre de la loi gaussienne, et la loi gaussienne, elle a une expression mathématique, elle est caractérisée donc par sa moyenne, qui sera le résultat de la mesure, et l'écart type sigma. Donc ici, ce qui est représenté, c'est la distribution en fonction de l'écart par rapport à la valeur moyenne. Donc le centre, c'est 0, ça correspond donc à petit m. Et puis, vous avez ici indiqué sigma, moins 2 sigma, etc. Si on décide de ne retenir que les valeurs qui sont très proches de la valeur moyenne et avec un écart au maximum de un écart type, donc c'est-à-dire comprise entre moins sigma et plus sigma autour de la valeur moyenne, on élimine ici toutes les valeurs qui sont en vert et on garde uniquement la partie blanche au centre. Dans ce cas-là, on obtiendra 68% des mesures qui se trouvent dans cet intervalle moins sigma plus sigma. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir 95% des mesures, ce qu'on trouve ici. Si on prend un petit peu plus ici de mesures autour de la valeur moyenne, donc on élargit notre intervalle, et si on prend 2 sigma et moins 2 sigma de part et d'autre, dans ce cas-là, on aura à peu près 95% des mesures. Donc vous voyez qu'ici, le facteur d'élargissement qu'on a pris, c'est, on a pris comme incertitude type sigma, et quand on fait 2 sigma, ici, on a nos 95%. Si on prenait plus large encore, entre moins 3 sigma et plus 3 sigma, on obtient 99,7%. Donc quasiment toutes les valeurs pour une loi normale sont comprises entre moins 3 sigma et plus 3 sigma. Alors, cette loi gaussienne, en fait, elle correspond à des mesures où on a fait un très grand nombre d'expériences, un nombre infini d'expériences. Ça ne sera jamais notre cas, comme parfois on aura seulement quelques mesures, voire parfois une seule mesure. Notre facteur d'élargissement peut être différent de 2, donc c'est pour ça qu'on verra pareil dans la quatrième partie, comment est-ce qu'on choisit ce facteur d'élargissement. Et donc, retenez pour le moment que nous, on cherche à mesurer
à déterminer grand U, l'incertitude élargie à 95%, et que pour cela, on utilise un petit u, une incertitude type, qu'on multiplie par un facteur d'élargissement.